Bonjour chers co-créateurs, co-créatrices, bonjour Bertrand de la Bassière. Bonjour Lilou. Merci d'accepter de faire cette interview. Je sais que c'est un petit peu différent de d'habitude. Là, c'est moi qui vais poser des questions aujourd'hui. Vous êtes psychanalyste jungien depuis plus de 30 ans. Et donc, un peu moins. Un peu moins. Enfin, c'est pareil. Très bien. Donc nous allons explorer aujourd'hui l'inconscient et apprendre un petit peu plus sur l'inconscient et les rêves, et justement cette voie royale de l'inconscient qui est le rêve. Oui, qui est l'interprétation du rêve. L'interprétation du rêve, oui, ok. Oui. Enfin, bien sûr, l'inconscient s'exprime, notamment par les rêves. Il peut s'exprimer autrement. Il peut s'exprimer par des événements tout à fait inattendus qui surviennent dans notre vie. Il peut s'exprimer par des accidents qui nous arrivent. Il peut s'exprimer par tout ce qu'on n'a pas choisi. Oui. Tout ce qui arrive à l'insu de notre plein gré, comme dirait l'autre. Oui. Hein ? Bon, l'inconscient, c'est vaste. Mais effectivement, les rêves et la voie royale et l'interprétation des rêves sont la voie royale de l'inconscient. Donc le conscient s'oppose à l'inconscient ? Non, c'est plutôt l'inverse. Disons que les deux partenaires ont vocation à collaborer. Et si chaque matin vous prenez un stylo pour noter vos rêves, c'est pour permettre cette collaboration entre le conscient et l'inconscient. Si chaque matin vous tentez d'appréhender les informations qui vous ont été données pendant la nuit, c'est pour disons, mêler votre point de vue au point de vue de l'autre. Et pour, en quelque sorte, faire alliance et trouver une synthèse. Mais, dans la pratique, on se rend compte que, bien souvent, au début, l'inconscient est une fonction compensatrice, voire un adversaire du conscient, parce que le conscient manque de lucidité, parce qu'il est unilatéral, parce qu'il est présomptueux, parce qu'il est orgueilleux, parce qu'il manque de réalisme, etc., etc., etc. Il en fait qu'à sa tête, quoi. Oui, alors... Qu'est-ce qu'il gouverne, alors, le conscient ? Qu'est-ce qu'il gouverne ? Ouais. Il pense qu'il gouverne son petit royaume, mais sans se rendre compte que ce petit royaume est entouré de grandes puissances qui, à un moment donné, peuvent l'envahir. Bon, le moi est important. C'est une instance d'arbitrage, de décision, mais il doit être conscient qu'il n'a pas tous les éléments qui lui permettent de juger, d'avancer et d'être pertinent. Et quand ça résiste à l'extérieur, quand ça commence à aller moins bien, quand l'autre vous quitte, quand on perd son boulot, quand la maladie vous atteint, ou ceci ou cela ou le reste, à ce moment-là, on se rend compte que ce moi, il n'est pas omnipotent, il n'est pas tout-puissant et il est sage alors qu'il se tourne à l'intérieur et qu'il se mette en relation avec l'inconscient pour sentir ce que ce dernier a à lui dire. Hein ? Mais ça demande une forme de sagesse. Alors ça demande ça demande d'abord une volonté d'ouverture, une humilité. C'est-à-dire, si vous croyez que vous êtes maître de votre destin du premier au dernier jour, tant mieux pour vous, mais je doute fort que vous puissiez le vérifier tout le temps. C'est clair. C'est clair. Ouais. Hein ? Et ça paraît très limité comme terrain de jeu. C'est-à-dire que si vous avez reçu d'éducation cohérente, si vous avez bénéficié d'un parentage agréable, autrement dit, si vos parents n'étaient pas trop imparfaits, si vous n'êtes pas né dans un pays où ça manque d'eau et où il y a des bombes, tout va bien. Vous allez faire votre chemin et peut-être que vous n'aurez pas trop besoin
de vous tourner vers cet inconscient qui pourrait vous informer, vous nourrir, vous nuancer, vous corriger, etc. etc. Mais dans la pratique, on se rend compte quand même que les structures s'effondrent, que les idéologies ont fait prendre les vessies pour des lanternes aux gens, qu'il y a un déficit d'éducation en ligne, qu'il y a aussi du mal dans le monde, il n'y a pas que du bien. Et donc, il y a un certain nombre d'entre nous qui ont besoin d'appui, qui ont besoin de trouver de nouvelles références. Voilà. Et ces nouvelles références, on va peut-être, après un long travail, les trouver dans l'inconscient. En tout cas, dans celui dont on s'occupe en analyse, voilà, qui est l'inconscient onirique. Alors comment le voit Carl Jung le voit comment, cet inconscient? Parce qu'il a l'air tellement vaste. Il le voit comme une matrice de la conscience. C'est-à-dire, l'inconscient, ce n'est pas seulement le chapitre oublié de mon histoire, ce n'est pas seulement ce que je ne veux pas voir, que je suis aussi. L'inconscient, c'est une force de proposition, c'est une source, disons que c'est une possibilité de renouveau, c'est une autre façon de voir le monde. Il disait aussi quelque chose de très intéressant, il disait l'inconscient, c'est la nature qui nous parle. Voilà. Bon. Et au jour d'aujourd'hui, où, comme vous le savez, cette nature physique souffre parce qu'il y a des problèmes de surpopulation, parce que notre génie technologique est peut-être allé un peu trop loin, etc., etc. C'est important d'écouter l'inconscient comme la voix de la nature. Voilà. Et en fait, je pourrais vous citer le cas... Comme une sorte de supraconscience ou pas ? Oui, vous pouvez appeler ça supraconscience, sauf que cette supraconscience, elle se manifeste dans les rêves de chacun de manière qui est modeste, en renvoyant chacun à ses devoirs quotidiens, en renvoyant chacun à ce qu'il doit travailler, en renvoyant chacun à ses erreurs et à sa médiocrité éventuelle, en renvoyant chacun aussi à des petites possibilités concrètes. Ouais. Donc cette supraconscience, il ne faut pas croire que c'est une source d'illumination qui va faire que vous allez vous balader rue Montorgueil à côté, auréolé d'un nuage de lumière. Cette supraconscience, elle va vous inciter à travailler votre petit jardin. Voilà. Donc ce que j'entends, c'est que si on travaille avec cet inconscient, ça crée l'équilibre, conscient-inconscient crée un équilibre, et dans le coup, si on n'explore pas notre inconscient, en gros, on est déséquilibré. Alors, je pourrais vous citer mon cas personnel. Lorsque je suis rentré dans cette voie, que je suis allé voir pour la première fois l'analyste avec lequel j'ai commencé à travailler plusieurs années, j'ai eu le sentiment, après le premier rendez-vous, que je marchais enfin sur deux jambes, que jusque-là, j'avais été un unijambiste. Effectivement, ce que nous pouvons viser, c'est un équilibre dans une alliance entre ce que l'on sait déjà, ce que l'on croit, ce à quoi on tient, ce qui éventuellement est notre idéal, et puis ce que l'inconscient raconte, lui, ce qu'il apporte comme images différentes, ce qu'il contredit de ce que nous pensons. Et dans cette alliance du sens habituel, et d'un sens différent ou du contresens apporté par l'inconscient, peut naître cette conscience supérieure. Mais cette conscience supérieure, ce n'est pas une conscience qui nous donne une supériorité sur les autres. Hein. Ne nous méprenons pas. Oui.
C'est une conscience qui est plus lucide, plus cohérente. Mais même si on souhaite, d'après ce que j'ai compris, même si on souhaite libérer des traumatismes, on souhaite travailler sur soi, c'est pas notre volonté qui va, d'après Jung, faire ça, mais ça se passe à travers nous. Il y a quelque chose de très... Est-ce que vous pourriez nous expliquer ? Si l'on parle du traitement du traumatisme, la première chose à faire, c'est quand même de revenir à l'histoire du traumatisme, à ce qui s'est passé. Voilà. Et de permettre à la personne qui a été victime de l'élaborer, donc d'en parler, et puis dans le questionnement, on va, disons, l'aider à mieux sentir quelle était la responsabilité d'autrui. On va éventuellement l'aider, ce que je vais dire scandalise certains de mes collègues, mais ça m'est égal, à voir quelle part elle a pris dans ce qui lui est arrivé. Bon, on va envisager les influences familiales aussi, tout ce qui pesait sur la personne qui n'avait pas été nettoyée et qui a attiré l'agresseur, le traumatisme. Bon, on va commencer par faire ça. Mais l'état des lieux, l'identification du traumatisme, l'accompagnement de la souffrance, c'est important, mais ce n'est pas le tout. Ensuite, on va voir comment, dans la relation à l'inconscient, viennent des images qui réparent. Il y a dans le travail des rêves une séquence qu'on peut observer très souvent. Les rêves font un diagnostic et ensuite ils apportent une piste de transformation. Un peu plus tard dans le temps. Diagnostic, réparation. Pratiquement la semaine d'après, ou parfois même dans la même séance, on a cette séquence. Ça a beaucoup d'intérêt, parce que ça permet, et il faut en persuader évidemment les patients, mais même les thérapeutes doivent en être persuadés, ça permet de dégager la personne de son état de victime. Voilà. Parce que vous savez, c'est le sport préféré des gens, c'est de se considérer comme victime. Alors, je ne dis pas qu'ils ne le sont pas. J'ai bien insisté sur le fait qu'on devait d'abord constater et permettre d'élaborer le traumatisme. Mais on n'est pas déterminé ad vitam aeternam. Le psychisme se rejoue. Et la relation à l'inconscient permet que le psychisme se rejoue. Voilà. Ça se fait pas en claquant des doigts, ça se fait pas en 10 secondes, mais ça se fait. Alors, est-ce que le rêve, si on pose une question simple, permet de sortir du traumatisme ? J'aurais tendance à dire oui avec le temps. Oui. Il y a une fonction symbolique. Il y a des symboles qui viennent nourrir le psychisme. Et comme quoi ? Pour nous donner des exemples de symboles. Mais je pense à une de mes patientes d'autrefois qui, je dirais que tout le village lui était passé dessus, quasiment. C'était dans la France profonde. Elle était évidemment dans un état de mésestime d'elle-même et de souffrance. Et puis on a travaillé pendant plusieurs séances, pendant plusieurs mois, et un jour elle a rêvé que tous les constats qui avaient été faits, elle pouvait les foutre à la poubelle, qu'il fallait passer à autre chose. Voilà. Elle a rêvé que ce à quoi elle tenait, finalement... Son histoire, vous voulez dire ? Oui, son histoire, son trauma, c'est bien, ça avait été suffisamment analysé et qu'il était possible de passer à autre chose. Et là, elle a vu symboliquement quoi ? Ça se passe comment dans le rêve, concrètement ? Je ne me souviens plus exactement le symbole qui lui était donné, mais il fallait sortir quelque chose d'une armoire et le jeter à la poubelle. Voilà. Parce que il y a beaucoup de symbolisme quand même dans les rêves. C'est pas toujours facile pour une personne de l'interpréter par nous-mêmes, comme vous dites. Parce que c'est déjà caché de notre vue. Effectivement, les rêves apportent des nourritures symboliques. Alors, qu'est-ce qu'un symbole ? C'est quelque chose qui relie. C'est quelque chose qui relie deux aspects qui sont séparés et contradictoires. Un symbole, c'est aussi une image qui exprime quelque chose qui n'est pas absolument net et qu'on ne peut pas exprimer très
clairement. Il y a quantité de symboles. Je vais parler du plus connu, qui est le symbole du soi, qui peut être un cercle, un mandala, qui peut être une sphère, qui peut être une balle, qui peut être un ballon, qui peut être une tour, etc. On s'aperçoit que ces symboles de totalité, que sont les mandalas, les cercles, les sphères, etc., apparaissent dans des moments de désorientation et qu'ils ont une efficacité, c'est-à-dire qu'ils contribuent à remettre en ordre la personne, à la recentrer. Voilà. Mais comme un message d'une intelligence supérieure qui serait infusée dans la personne. Alors, un peu. Alors je vais peut-être un peu loin, mais... C'est comme une... Je dirais qu'il y a dans l'univers des facteurs d'organisation et des facteurs de désorganisation. Il y a dans nos rêves des symboles qui viennent nous réorganiser. Par contre, il y a des images qui traduisent une désorganisation. Bon. Et quand quelqu'un est particulièrement en désordre, on l'amène à se réjouir quand apparaît dans ses rêves un symbole d'organisation comme le cercle. Bon. On l'amène à considérer qu'il peut recevoir, s'il reçoit dans ses rêves, un symbole de coupe ou de vase. Bon. Il peut recevoir et il peut surtout attacher de l'importance à son intériorité, parce que s'il attache de l'importance à son intériorité, dans ce vase vont se produire des opérations alchimiques de transformation. Et ce qui se produit à l'intérieur de nous affecte l'esprit, le corps et l'âme. Les rêves, on ne le dira jamais assez, travaillent bien sûr l'âme, ils sont l'expression de son désir, ils sont son langage et ils sont sa nourriture, mais ils travaillent aussi le corps. Et ils le remettent en vie, le corps. Alors comment le psychanalyste jungien voit l'âme? Comment on la définit? Qu'est-ce que l'âme alors? L'âme se manifeste dans nos vies par des émotions. L'âme se manifeste dans nos vies par des désirs. L'âme se manifeste à l'intérieur de nous par des représentations, des images et des rêves. Les rêves, c'est un peu le langage de l'âme. C'est ce qui nous permet de savoir ce dont elle souffre et ce qu'elle veut. Se relier à l'inconscient, c'est se rapprocher de son âme. C'est épouser son âme. Et l'âme, semble-t-il, elle est reliée elle est reliée au corps, bien sûr, mais elle est reliée aussi à des principes d'organisation, elle est reliée à l'esprit. L'âme aspire à une plénitude. L'âme aspire à une totalité. Et elle va nous indiquer, si nous écoutons bien nos rêves, si nous les ressentons bien aussi, quel est le chemin qui mène à cette plénitude et à cette entièreté. Chemin qui est difficile et qui nous fera passer, dans un premier temps, le plus souvent, par des tunnels. C'est-à-dire, avant de parvenir à une plus grande plénitude, il faut commencer par plonger dans des ténèbres assez noires. C'est ça, l'ombre. Parlons-en justement de cette ombre. Comment elle se manifeste, cette ombre? Parce qu'elle a l'air de trouver quelques failles, on va dire. Elle se manifeste dans nos rêves par l'apparition de personnages du même sexe que nous et qui expriment des choses qu'on n'aime pas forcément, qu'on voudrait oublier, C'est ce qu'on parle quand on parle de cauchemar, non?
Alors, c'est un cauchemar de rêver que il y a un criminel dans vos rêves qui va, par exemple, tuer vos enfants. Bon, cela peut vouloir dire, non, je dis ça parce que j'ai accompagné quelqu'un il n'y a pas longtemps. Cela peut vouloir dire que l'influence que vous exercez dans la réalité sur les enfants n'est pas bonne. Cela veut dire que vous, soit parce que vous êtes trop sévère, soit au contraire parce que vous ne l'êtes pas assez, vous ne favorisez pas leur développement. Cela peut vouloir dire aussi que vous-même, vous êtes appelé à certaines choses et que vous préférez regarder la télévision, donc en définitive, au lieu de créer, vous tuez vos enfants. Voilà. Bon. Donc, le rêve permettra de bien saisir ce qu'il y a d'insuffisant ou de non pertinent dans votre vie. Il permettra de saisir aussi tous les aspects de votre personnalité que vous n'aimez pas. C'est-à-dire, là, l'inconscient, c'est un scanner. Hein, il va vous radiographier, il va vous dire ah, mais tu es également ça. Tu te veux ceci, mais tu es également ça. Et puis regarde ce que tu fais dès que les autres ont détourné, etc. Bon. Ça, lui, il ment pas. Il ment pas. Bah, l'inconscient joue pas des tours. Il ment pas. Et d'abord, il faut savoir comment dire. L'interprétation demande du discernement. Mais il nous présente la note quand même de manière assez précise. Alors, l'ombre, ce n'est pas seulement les aspects négatifs de la personnalité. L'ombre, c'est aussi tout ce que l'on pourrait être et que l'on ne sait pas ou dont on ne veut pas. C'est-à-dire que... comme une non-reconnaissance de soi ou comme une non-reconnaissance des possibilités, que nous avons, des tâches que nous pourrions accomplir, comme une non-reconnaissance de soi. Ça peut être un manque d'amour de soi. Il va être désigné aussi dans les rêves. On verra apparaître, par exemple, une personne très positive en face du rêveur ou de la rêveuse qui lui tourne le dos. Voilà. Par exemple. Bon. Et qu'en est-il de la partie collective ? Parce que, je veux dire, on parle là de l'individu, mais il y a quand même une influence du collectif sur tout ça. Alors, donc il y a une part qui ne nous appartient pas forcément, non ? Alors, notre subjectivité, en fait, elle est très, très empreinte de collectif. Notre subjectivité, la plupart du temps, c'est le désir des autres. C'est ce à quoi nous avons dû nous adapter, c'est ce que l'on prétend sans l'avoir réfléchi, c'est moi je pense que, mais en fait on n'a jamais rien pensé, hein, on se contente de répéter. Bon. Donc on est pris dans le collectif, qu'on le veuille ou non. Hein, et puis c'est normal qu'on soit pris dans le collectif parce qu'on doit s'adapter à une société, parce qu'on a reçu une éducation, etc. Mais vient un moment où ça ne fonctionne plus de seulement s'adapter. On doit trouver son propre chemin, sa propre vérité. Et c'est là qu'on peut se tourner vers l'inconscient pour le trouver. L'inconscient, au lieu de nous suradapter, au lieu de nous enjoindre d'être bien beau, bien élevé, convenable, etc., va nous engager sur des chemins qui sont moins balisés et éventuellement moins fréquentables et moins acceptables pour autrui. Voilà. Je ne sais plus quelle est la question que vous me posiez, mais bref, l'inconscient, c'est une force de proposition un peu révolutionnaire aussi. Hein ? Ce n'est pas... On parlait du collectif, ouais. Alors justement, oui, on parlait du collectif, c'est ce qui va nous permettre d'affirmer une singularité sur des bases objectives. C'est-à-dire pas une singularité arbitraire, mais une singularité sur des bases objectives.
Quelle est ma vocation ? Ça, c'est une question très importante. Quelle est ma vocation, hein ? Pour un homme comme pour une femme, d'ailleurs. Ben, je pense que la fréquentation de l'inconscient peut nous aider à répondre à cette question. Mais, encore une fois, je dirais dans un deuxième temps, après un travail de nettoyage. Ouais. Donc c'est quoi on fait une purification, c'est quoi les différentes étapes, on va dire ? C'est quand même le travail sur l'ombre. Travail sur l'ombre avant tout, et ensuite c'est-à-dire si on pourrait les mettre... En fait, au cours d'une vie, au cours d'une analyse, on fait plusieurs fois le trajet, travail sur l'ombre, ensuite ouverture à l'autre de soi, c'est-à-dire examen des polarités de sexe opposé, hein, pour la femme, son animus, qui sous-tend la différenciation de ses qualités dites masculines, pour l'homme, l'anima, qui sous-tend la différenciation de ses qualités dites féminines. Ensuite, dans le même temps, on va identifier quelles sont les images d'hommes qui sont dans l'inconscient de la femme et quelles sont les images de femmes qui sont dans l'inconscient de l'homme. Tout ce qui détermine nos rencontres avec les autres, tout ce qui fait, par exemple, qu'on rencontre toujours le même type de personnes et que ça ne fonctionne pas forcément très bien. Mais qu'on a la personne en commun dans toutes ces relations, quand même. Et ça ne fonctionne pas très bien à chaque fois. Donc, il est très important de faire l'état des lieux. Quelles sont les images qui me structurent ? Quelle est l'ombre qui est en moi, positive et négative ? Quelles sont les images qui me structurent ? Voilà. Et puis, si ce travail est fait de manière correcte, on va se relier à ce que les Jungiens appellent le soi. Disons que la guidance de l'inconscient sera de plus en plus nette. Régulière et fluide. Oui, sauf qu'il faut faire le chemin plusieurs fois, il faut réitérer. C'est ça, hein, on n'est pas arrivé une bonne fois pour toutes au bout de 6 mois, quoi. Non. Ni au bout de 3 ans, d'ailleurs. Ni au bout de sa vie, finalement, non ? Est-ce qu'on peut vraiment arriver au bout du bout, ou c'est un cheminement sans fin ? C'est un chemin, mais quand même... Il y a quand même des gros dossiers qui sont déjà... Oui, il y a quand même un petit peu plus de maîtrise, on est moins... De lucidité. On est moins réactif, on est plus centré, on est plus lucide, mais c'est vrai que la vie nous apporte sans cesse de nouveaux petits défis, qui viennent titiller, de nouveaux petits problèmes. Parce que souvent on parle comme un oignon, les différentes couches de l'oignon pour atteindre finalement le centre qu'on enlève, et au fur et à mesure on voit de plus en plus clair et on... Oui. Disons que on se sent mieux quand même. Ça ne veut pas dire que tout est facile, mais on se sent beaucoup mieux. On se sent plus léger. Et au niveau du plus léger, au-delà d'être plus léger, je veux dire ces informations qu'on peut recevoir plus facilement aussi, reliées à la nature, et des informations qui vont nous guider plus facilement. Effectivement, la relation aux autres et la relation à la nature est beaucoup plus nette. Les choses deviennent beaucoup plus sensibles. On se sent moins séparé du monde. Voilà. C'est d'ailleurs un peu le terme, c'est qu'on se sent véritablement relié, contenu et acteur du monde. Ce qu'on est vraiment finalement à l'origine. À l'origine, on est un petit peu enfermé dans notre... Oui, mais à l'origine de l'origine. Écoutez, j'en sais rien, j'y étais pas. Non, mais notre nature, on va dire notre nature profonde à ce moment-là, je pourrais dire. Mais effectivement. Notre nature profonde et lumineuse, non ? Est-ce que les psychanalystes partent de ça ? Du principe que Est-ce que notre nature profonde est lumineuse ? C'est ma question. Je dirais que notre nature profonde, elle est autant ténébreuse que lumineuse. D'accord. Okay. Donc il faut s'en méfier. Mais qu'est-ce qu'on appelle la lumière ? La lumière, c'est la clarté de la connaissance. La lumière, c'est de savoir que l'on est fait d'ombre et de lumière. La lumière, c'est de savoir que on est à la fois ange et bête. Hein ? La lumière, c'est peut-être de mieux conjuguer
les opposés en nous sans être trop victimes de l'un des deux. Jung disait, je crois que c'est lui qui disait qu'il faudrait compléter la prière « Ne nous laisse pas succomber au mal » par « Ne nous laisse pas succomber au bien ». Voilà. Ouais. Donc ce discernement, parce que là on parle quand même aussi un peu de discernement, ce discernement finalement, ce point de neutralité presque, auquel il faudrait arriver entre le bien, le mal, le féminin, le masculin, si l'on parle de conjonction des opposés, pour un homme, épouser son âme et différencier ses qualités féminines, ce n'est pas cesser d'être un homme. Hein, mais c'est effectivement de parvenir à un équilibre entre les enjeux de son propre sexe biologique et les enjeux de son âme qui peuvent le conduire à des attitudes plus féminines, d'accueil, de réceptivité, de relativité, de sens de la nature, orientation religieuse, etc., etc. Et de même que pour une femme, la manifestation de sa féminité ne doit pas être éclipsée par les enjeux de l'animus, c'est-à-dire la réalisation professionnelle, la différenciation de l'intellect, la volonté de diriger, etc., etc. Quoi. Bon. Il y a un équilibre à trouver entre les deux. Si l'on parle de conjonction, si l'on parle du bien et du mal, dans un premier temps, nous devons nous tourner résolument vers ce que nous considérons être comme le bien. Mais, ça c'est dans un premier temps, on se rend compte que au bout d'un moment, ça ne permet pas à la plénitude de la vie de s'exprimer. Et, c'est redoutable, hein, il nous est demandé de considérer aussi ce que jusque-là on n'a jamais accepté. Voire même de le vivre. Bon, hier j'ai reçu une patiente qui est une femme de la maturité, qui d'ailleurs commence à être thérapeute, qui se sacrifie littéralement pour sa mère, qui a 90 ans, donc elle fait sans cesse des allers-retours chaque mois, c'est épuisant, elle n'en peut plus, etc. Et ça l'empêche de développer ce qu'elle a à développer, elle. Alors je l'ai interrogée, je posais des questions prudemment, et il s'avère qu'en fait, sa mère n'a pas forcément besoin d'elle. Mais qu'elle se fait un devoir d'être parfaite. Et pour cette personne, il faudrait ajouter un peu de mal dans son cocktail. Un peu de mal, ça serait laisser tomber sa mère, relativement. Aller la voir une fois tous les 6 mois au lieu d'y aller chaque mois pendant 15 jours. Bon. Et s'atteler à son propre, développement, s'atteler à sa propre créativité. Alors, j'ai une question. Comment vous faites-vous par rapport à ce que vous savez par votre expérience de plus de 30 ans de pratique en psychanalyse jungienne et l'envie peut-être d'émettre des solutions par rapport à ce que l'inconscient de la propre personne, elle, va lui dire et lui donner comme info. Alors, quel est les points d'équilibre? Parce que c'est chaud, ça. Hier, cette personne a apporté 2 rêves, je ne me souviens plus, je ne les ai plus en tête, mais qui disaient clairement que ça n'allait pas. Et que... Donc vous attendez à chaque fois que la personne arrive avec son rêve et les solutions. Je ne m'interdis de donner quelques conseils que ce soit si les choses ne sont pas dites. Oui, donc vous attendez que le rêve et que la personne l'amène, ouais. C'est-à-dire, il y a certains moments, on est des hommes, on est des femmes, on a des réactions instinctives. On peut faire part de nos réactions instinctives aux patients. C'est tentant. Parfois, il faut le faire. Mais
notre intervention sera d'autant plus pertinente qu'elle se bornera à ponctuer ou à commenter ce que le rêve dit, étant entendu qu'elle a apporté de rêve puisqu'elle a parlé autour. Et ce que je lui ai dit, finalement, c'est ce qu'elle m'avait dit 10 minutes avant. Qu'elle n'en pouvait plus, que ça ne pouvait plus durer, etc. etc. Mais son rêve le disait bien. Excellent. Donc quand on dit que le rêve, parce que vous m'aviez conseillé pour préparer cette interview La Voix des rêves. Oui, de Marie-Louise von Franz. Oui, donc pour tous ceux qui écoutent, c'est quand même une bonne référence. Hein, c'est une très bonne référence. Oui, puisque la personne qui l'a écrit a elle-même appris d'une personne qui a travaillé avec Jung, c'est ça? Non, Marie-Louise von Franz, c'est la principale continuatrice de Jung. Ouais. Il y a, disons, 3 ou 4 personnes éminentes dans le sillage de Jung. Ouais. Il y a Erich Neumann, il y a Marie-Louise von Franz, qui à mon avis est la plus importante. Et puis il y a James Hillman, puis il y en a d'autres. Mais Marie-Louise von Franz, c'est surtout celle qui a participé à la deuxième partie de l'œuvre de Jung, qui est de la psychologie alchimique, où Jung s'intéresse à toutes les images et de la tradition alchimique et à toute la philosophie alchimique, dont il dit qu'elle nous permet d'éclairer les manifestations de l'inconscient. Et c'est vrai. Moi, personnellement, tant que je n'ai pas lu les livres alchimiques de Jung, que sont Mysterium, Aion, la psychologie du transfert, psychologie alchimique, etc., il y a des rêves que je ne pouvais pas comprendre. Je n'y comprenais rien. Et à partir du moment où j'ai lu ça, j'ai commencé à comprendre. J'ai d'ailleurs écrit Le travail des rêves en psychothérapie analytique jungienne, et où j'atteste de l'immense intérêt de la connaissance de cette symbolique et de cette philosophie pour accompagner les patients. Voilà. Et donc, comment peut-on contacter, parce que vous avez formé vous-même des psychothérapeutes, psychanalystes. Il y a des références, il y a des systèmes de je veux dire, comment on trouve la bonne personne avec qui travailler et faire ce... Écoutez, il y a en France une société savante qui s'appelle la Société française de psychologie analytique, qui réunit un certain nombre de psychanalystes jungiens en France. Il n'y en a pas partout. Par ailleurs, la diaspora jungienne, pardonnez-moi l'expression, elle est quand même assez dispersée. Elle n'est pas que dans la SFPA, la Société française de psychologie analytique, et l'on peut trouver ici et là, dans les villes de province, ou même à Paris, d'autres analystes jungiens. Je dirais qu'il faut se sentir. Il faut se sentir. L'étiquette ne suffira jamais. Bon, il y a la réputation des uns et des autres. Il y a aussi comment on se sent au cours des premières séances. Voilà. Mais disons que entre la SFPA et ceux qui revendiquent leur imprégnation et leur connaissance de Jung, leur imprégnation jungienne, on en trouve en France. Vous consultez plus? Si, ou très peu? Si, ça m'arrive. Si, je consulte encore, mais bon... Pour des gens qui sont déjà avancés, on va dire. Oui, je prends beaucoup moins de patients maintenant. Voilà. Très bien. Il y a un moment où il faut profiter de la vie aussi. Je vois vos yeux que vous devez bien profiter. Et c'est un métier qu'il faut faire avec bonheur. Comme tout métier, j'ai envie de dire. Parce que le thérapeute, c'est celui qui appelle sur l'autre l'énergie du vivant. Donc il faut être vivant soi-même. C'est sûr. Voilà. L'érudition que l'on a, l'expérience que l'on a sont extrêmement utiles pour accompagner les patients, mais ce qu'il est tout autant, c'est notre vitalité. Voilà. Juste dernière petite question que j'avais oubliée par rapport à l'âge pour faire une telle forme de thérapie. Il n'y a pas d'âge minimum. De 7 à 77 ans, c'est comme dans Tintin. Ouais, c'est génial.
Ok, vive l'exploration, vive l'aventure. C'est-à-dire que vous pouvez rentrer dans cette quête parce que vous avez une pierre qui vous tombe dessus comme Gilgamesh, vous avez un rêve qui vous espante, vous surprend ou vous terrifie, vous pouvez rentrer parce que vous avez la chance ou la malchance de rencontrer un psy dont quelques paroles vont vous émouvoir. Vous devez rentrer parce que c'est vital. C'est un appel. Ou c'est vital ou c'est pas vital. Hein? Mais vital ou parce que vous vous ennuyez ferme. Parce que, alors là, si vous pénétrez dans ce monde de l'inconscient, vous n'allez pas vous ennuyer. Je ne dis pas que ça sera facile, mais vous n'allez pas vous ennuyer. Ça a l'air vaste, en effet. Merci beaucoup, Bertrand. Merci pour cette interview. Merci d'avoir passé ce moment ensemble et d'avoir répondu à mes questions. Oh, j'ai répondu à quelques questions, mais on a commencé à explorer. Il y a beaucoup plus à dire, mais merci beaucoup. Est-ce qu'il y a autre chose qu'il faudrait ajouter à cette conversation qui manque, peut-être ? Un morceau du puzzle qui est important et qui n'a pas été... J'espère que l'esprit de l'inconscient nous a traversés. Je n'en doute pas. En tout cas, j'ai pris un malin plaisir à vous interviewer. Merci beaucoup. Merci, chers co-créateurs. On vous embrasse très, très fort. On vous souhaite une belle fin de journée. Et surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo et regarder, écouter cette vidéo en podcast. Parce que maintenant, il y a les podcasts, il y a les audios qui se répandent aussi à toute vitesse. C'est génial, ce partage de connaissances comme ça, accessible à tous. Merci beaucoup. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.